Bonjour! Alors, me voici en direct de la studio mobile, bien levée dans l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Et je suis très bien là-dedans. On est très bien. Il fait frais dans l'auto, mais avec ça, tout va bien. Donc, nouveau vlog, nouvelle semaine, nouvelle lecture, nouvelles lectures. Donc, plusieurs au menu. Dans le dernier vlog, je vous ai dit un peu que j'essayais de faire une espèce de blitz par rapport au Cold Winter Challenge qui se termine bientôt. Et j'aimerais quand même lire au moins 4 livres potentiellement, mais c'est pas des petits livres. Donc, comme je vous disais, je voulais lire Clewick d'Emily Carr, Mémoire de la forêt de Tomcat de Michael Brun-Arnaud, A Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers et un quatrième, techniquement, faudrait, mais selon la catégorie, j'aurais aussi de Voyage of Frost Art, quelque chose comme ça. Je vous montrerai la vignette. Mais celui-là, je suis pas trop certaine parce que, comme je vous disais dans le dernier vlog, en fait, je vais répéter un peu, mais après ça, c'est juste pour vous mettre en contexte, parce que j'aimerais que cette semaine, je vais vous jaser de ça un peu, de ce que je choisis ou ce que je choisis pas. Mais c'est quelque chose qui est comme structure puis comme proposition très, très proche de la structure type du fantasy jeunesse ou peu importe, là, mais un orphelin qui a l'impression qu'il appartient pas vraiment à l'endroit dans lequel il a grandi, puis que finalement il se rend compte qu'il a des pouvoirs magiques, puis que finalement il va devoir fuir et que c'est peut-être lui qui va pouvoir faire la différence et peut-être qu'il va pouvoir savoir enfin qui sont ses vrais parents. Donc ça ressemble vraiment beaucoup quand même à la structure typique des fantasy. Comme je viens juste dans les runs, ben, je suis comme pas trop certaine que j'ai envie de me lancer là-dedans, donc je sais pas trop. J'ai commencé un petit peu, comment souiller Clewick, avec mon principe de voix de synthèse temporairement, mais je l'ai aussi en papier évidemment. Puis je ne suis pas certaine que la voix de synthèse, ça va le faire parce que c'est vraiment spécifique, c'est vraiment particulier, c'est vraiment comme un peu comme des mémoires un peu de cette artiste-là, qui est une artiste visuelle, si j'ai bien compris, canadienne. Et donc, je sais pas si je vais être capable d'être attentive avec ce principe-là, puis il n'existe pas en livre audio du tout, en fait. Donc, je vais voir pour Clewick, mais je me suis dit, est-ce que j'écoute Frost Art? Est-ce que je finis? Parce que dans le fond, pour Long Way to a Small Angry Planet, j'ai le livre en livre papier, mais je ne l'ai pas en livre audio. C'est quand même une grosse dépense, parce que je ne suis pas capable de l'avoir en... j'ai pas du tout accès sur les plateformes d'emprunt au Québec. C'est vraiment bizarre. C'est comme s'il existe dans toutes les langues, mais pas dans la langue anglaise, donc de notre côté. Donc, j'aimerais ça peut-être pas nécessairement l'acheter, donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que finalement ce soir j'écoute des podcasts ou je sais pas trop. Bref, voilà où j'en suis. Alors, plutôt que de blablater encore une fois de façon interminable, je vais vous dire que on lance le tout. C'est parti pour une nouvelle semaine, tout plein de livres. Hey, alors bonjour. On est le lundi 20 janvier et ben, je vous ai pas repris depuis l'ouverture du vlog. C'est un peu standard maintenant. On dirait que les fins de semaine, je les passe. J'avais des choses à faire avec mon copain, puis on avait des trucs en famille. Donc, j'ai quand même continué à lire, par contre, parce que je me suis choisi une lecture. Je me suis un peu forcée, j'admets, mais je vais vous la présenter. C'est une des lectures qui était initialement dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge et que j'avais comme remplacée par une lecture que j'ai faite en livre emprunté. Et je le comptais là-dedans et tout. Puis là, je me suis dit, c'est sûr que l'objectif, c'est quand même de prendre des livres de la pile à lire. Donc, j'en avais un. En plus, c'est un livre québécois que j'avais acheté spécifiquement parce que j'avais eu j'avais eu comme une bonne intuition par rapport à ce livre-là. Et je me suis dit, ben écoute, essaie de le lire. La seule chose, c'est qu'encore une fois, il n'est pas en livre audio. Fait que dans le fond, là, j'ai lu en papier et potentiellement en voix de synthèse un petit bout. Mais voici le livre en question. C'est Idéo, celui qui hurle, pardon. Idéo, celui qui hurle, de Mathieu Fontaine, et c'est publié chez Fides. C'est considéré comme de la science-fiction jeune adulte. Et ben, j'ai oublié la quatrième de couverture. Je sais pas si ça... Ouais, j'ai oublié la quatrième de couverture parce que ça va vous en dire quand même un petit peu plus, puis ça divulgage pas trop. C'est parti. Celui qui hurle n'a pas de visage. Plusieurs siècles après un conflit planétaire dont l'humanité se remet à peine, le programme Idéo est mis en marche. Selon les favorisés, il permettra de léguer une planète plus hospitalière aux générations futures. Lesquelles? Certainement pas celles des humains basiques. Bien loin de cette utopie biotechnologique, Achille, un garçon basique de 12 ans, découvre une matière énigmatique enterrée dans la forêt. Mais il n'est pas le seul à s'intéresser à cette pâte rougeâtre qu'il surnomme « celui qui hurle »,
et dont l'énergie particulière permet une connexion étrange aux objets et aux vivants. Après la disparition mystérieuse de son grand frère et l'attaque de soldats qui recherchent celui qui hurle, Achille doit fuir. Prêt à tout pour retrouver son frère, le jeune homme est loin de se douter que son voyage à travers le continent va se transformer en un combat pour sa survie et celle de ses semblables. Car dans cet univers tumultueux, tout le monde a une intention cachée et Idéo ne déroge pas à la règle. Admettez, c'était vraiment une quatrième de couverture qui m'inspirait beaucoup. Puis pour le moment, écoutez, je suis quand même rendue, j'ai dépassé la moitié. Donc, en fait, voyez-vous, là, j'ai recoché ma face, mais ce qui reste, c'est cette partie-là à lire. Donc, je suis rendue à la page 180 sur un livre qui en fait 283. Et ça fait peut-être 50 pages seulement que ce dont on parle dans la quatrième de couverture se passe. C'est-à-dire que le début, non, il y a vraiment une mise en contexte où est-ce qu'on va apprendre par point de vue interposé. Donc, c'est un roman à multiples points de vue. On va apprendre à comprendre, un peu découvrir le contexte. Donc, on est sur la Terre, on voit qu'il y a différentes personnes, différents types. Donc, on va comprendre, on va déduire, c'est pour ça qu'il y a un petit mille à mon côté, que oui, en effet, il semble avoir une catégorie d'humains qui sont comme basiques, une catégorie d'humains qui vivent dans des villes sous verre et qu'il y a une matière un peu non identifiable qui donne un peu comme des super pouvoirs, entre guillemets, mais plus en termes d'énergie physique, là, je sais pas de la magie, c'est juste que c'est comme, disons, de la biotechnologie, comme ils disent, mais même de la physique à un état élevé d'improbabilité. Et donc, on va comprendre ça. Puis éventuellement, évidemment, on va rencontrer le fameux Achille, on va rencontrer son frère, sa famille et tout. On va aussi rencontrer les différentes personnes les différentes castes un peu qui s'affrontent dans cette nouvelle version de la Terre un peu plus tard dans le futur. Et on va vaguement entendre parler de Idéo. Mais Idéo, là, on n'entend pas parler avant comme au moins le premier tiers comme faux du livre. Et pour moi, c'était comme un peu centré là-dessus. Et ce qui m'a un peu... C'est sûr que là, moi, en même temps, je l'ai lu en papier, tu sais, quand même pour être honnête. Je l'ai lu en papier et il y a des bouts que j'ai fait en voie de synthèse. Puis c'est sûr que c'est un livre avec court chapitre et point de vue qui change tout le temps. Donc, ça ressemble un petit peu à ça ici. Ils sont quand même identifiés. Donc, on a ici, mettons, Achille, Montboulin. Puis c'est des chapitres qui font peut-être 3-4 pages. Donc, c'est identifié qui parle. Ça va. Mais on comprend. C'est comme si on... J'ai dit qu'il faut faire confiance au lecteur pour comprendre les univers. Voyez-vous que je suis passée de Prospérine virgule point qui hyper expliquait tout. Puis dans celui-là, en fait, c'est un petit peu sous-expliqué. Et on fait confiance au lecteur, mais c'est quand même un univers qui est un peu complexe, puis c'est un univers qui est basé sur notre réalité à nous. Donc, c'est comme intéressant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis si j'avais pas eu la quatrième de couverture, ça m'aurait vraiment pris du temps avant de comprendre. Bon, éventuellement, on mentionne le mot basique, mettons, pour Achille, puis on mentionne les mains blanches. Parce qu'en fait, c'est que les entités se font appeler par différents noms, un peu comme des surnoms. Le garçon basique, les humains basiques, ça reste comme ça, mais pour les autres, ils ont plus des surnoms, dans le fond, comme ceux qui font partie de l'espèce d'univers un peu modifié, génétiquement modifié, avec biotechnologie, puis tout ça. Ils sont appelés les mains blanches. Et on ne comprend pas exactement pourquoi. Peut-être parce que tous les humains sont blancs. Je ne sais pas. Ça aurait été intéressant que je le sache. Parce que je trouve que ça aurait rajouté... Oh, c'est mon horloge grand-père qui va sonner. Ça aurait rajouté une couche, justement, de compréhension à où l'humanité s'en vient. Où l'humanité s'en est en allée dans ce contexte-là. Puis, à mon avis, ça serait fort probable qu'il y ait encore une scission potentiellement raciale, parce que c'est pas comme si on était vraiment encore sorti de malheureusement, cette dynamique-là en 2024. Donc, pourquoi pas dans le futur, après qu'il y a eu comme une catastrophe et tout, c'est sûr que ça fait encore plus des divisions. Et on n'arrête pas de dire que l'humain basique est pâle. Puis donc, pour moi, ça fait comme un peu, on dirait, je me disais, ben, est-ce qu'il y a un lien avec l'autre classe et tout? Mais en fait, c'est un albinos. Donc, je sais pas, il y a plein d'indices qui sont donnés, puis on fait comme super confiance au lecteur, puis c'est peut-être moi qui suis pas, ça se peut, mais j'ai eu l'impression que j'aurais pris un tout petit peu plus d'indices, de liens pour m'aider à faire le chemin.
pas nécessairement hyper expliqué, mais je pense quand même que là, c'est comme si on a pris pour acquis que le lecteur avait toutes les clés pour comprendre le contexte. Et ça, une tout petit peu de plus, ça aurait aidé. Et c'est sûr que comme la partie vraiment de quête, d'aller rechercher son frère, de comprendre en fait qu'il y a comme une espèce d'aura négative qui tourne autour potentiellement d'idéaux, puis que là, finalement, il y a des différentes forces qui combattent ensemble. On a même l'apparition de quelqu'un qui a l'air d'être vraiment fin, mais qui est comme dans un dogme religieux, mais religieux plus Gaïa, là, plus, en fait, je sais pas, là, rite païen, disons, mais quand même plus dogmatique, qui s'oppose évidemment à la biotechnologie. Mais toutes ces choses-là, c'est super intéressant. Là. Moi, j'aurais besoin d'en apprendre un tout petit peu plus sur chacun pour que je comprenne encore mieux pourquoi ils s'opposent. Dans le fond, je suis comme devant eux autres, je vois qu'ils s'opposent. Là, quelqu'un mentionne quelque chose comme quoi ils s'opposent. Puis là, je suis comme, ah, OK, c'est pour ça qu'ils s'opposaient jadis, dans, mettons, 20 pages plus tôt. Donc, pour moi, il manque un tout petit peu de... On n'est pas super généreux avec le lecteur pour ça, puis c'est correct. Mais je me dis juste que peut-être qu'un jeune adulte aurait compris, mais comme c'est quand même un univers assez particulier, je ne sais pas si un jeune adulte va accrocher à ça. Je me pose la question. Comme adulte, je pense que oui. Comme jeune adulte, évidemment, c'est un contexte particulier. Puis on a tendance à penser que les jeunes adultes de maintenant ont envie de lire sur le futur déglingué de notre société d'aujourd'hui, mais je suis comme pas certaine. Parmi vous, là, si jamais il y en a que vous avez des jeunes adultes dans votre entourage, ça me donne l'impression que c'est pas vers ça qu'ils sont attirés beaucoup. Parce qu'ils sont déjà confrontés au fait que la réalité va peut-être être comme ça. Ben là, pas à ce point-là, là, mais va peut-être être comme ça. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose qui les interpelle parce que dans le fond, c'est déjà leur réalité. Donc, entre guillemets. Donc, voilà, ça, c'est mes questionnements. Et là, dans le fond, je sens que ça va commencer à débouler, mais il reste 100 pages. Fait que je suis comme un peu triste. Parce que ça me donne l'impression que c'est comme un tome 1 d'une série, mais il n'y a pas l'air d'avoir de tomaison. Fait que pour moi, c'est comme si c'était un tome 1. Si c'était un tome 1, ça a été correct, avec un petit manque quand même de... On sent que l'univers est super bien créé, là. C'est pas ça, mais c'est comme si on n'a pas la clé vraiment pour bien faire les liens entre tous les indices et les informations qui nous sont données par le biais de différentes voies. Ce qui fait que moi, je suis moins capable d'apprécier justement la construction de l'univers que je trouve vraiment cool. Bref, mais si c'est un tome 1, ça allait. Mais si c'est un tome unique, j'imagine que ça va débouler dans les 100 dernières pages. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu long avant que ça déboule. Donc, pour le moment, j'en suis là, mais je le continue puis je vais le terminer de toute façon. Donc, ça, c'est ma lecture en cours, puis je vais bientôt la terminer. Après, j'en suis venue à cette décision-là parce que j'ai commencé Clewick d'Emily Carr et je l'ai commencé en voie de synthèse parce que j'étais à un endroit où je ne pouvais pas prendre le livre. Ce qui était une mauvaise idée parce que c'est vraiment pas quelque chose qui se lit en voie de synthèse. C'est vraiment des petits portraits littéraires de moments que l'autrice a passé avec les communautés des Premières Nations dans l'Ouest. Mais c'est, de ce que je comprends dès la première fois, centré sur ce qui a été fait pour assimiler les Premières Nations par les Blancs. Ce que je trouve intéressant comme point de vue, parce que c'est quand même le point de vue de quelqu'un qui n'est pas issu des Premières Nations, ou en tout cas, c'est pas clair. On dirait que j'ai eu peur que ce soit fait avec un billet qui faisait en sorte que ça mettait de l'avant ça, mais qu'il n'y avait pas nécessairement une condamnation de cette situation-là. Fait que là, j'ai comme lâché un peu, mais c'est pas long. Fait que celui-là, de toute façon, si je le lis, il faut que je le lise en papier, là, parce que ça n'a pas d'allure en voie de synthèse. Ça n'a pas de sens. Puis il existe 0 en livre audio. Puis c'est bizarre parce que c'est quelque chose qui est vraiment... Ça fait longtemps que ça existe. Puis ça a l'air d'être comme vraiment... Ça a gagné un prix du gouvernement général. C'est quelque chose qui est comme ancré dans vraiment la littérature anglophone canadienne par rapport à... c'est la voix d'une artiste visuelle qui donne son point de vue sur selon elle a été témoin au sein des Premières Nations quand elle a évolué un peu là-dedans en Colombie-Britannique. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait pensé à faire une version audio. Donc, avis aux éditeurs audio. Ça serait le fun, ça. Clewick, peut-être. Mais peut-être que ce que je me suis demandé, c'est est-ce que ce livre-là a une connotation négative, finalement? C'est ça qui m'a fait peur. C'est que je me suis dit, est-ce que je suis en train de lire un livre que, dans le fond, on n'a pas vraiment poussé plus parce que, finalement, son point de vue qu'il amenait, qui était un point de vue peut-être valide à l'époque quand c'est paru, mais maintenant, peut-être plus tout à fait approprié. En même temps, il a gagné un prix du gouvernement général. Bref, je vais continuer. Si je le lis, je vous en reparle. Et puis là, je me suis même dit, pour remplacer Clewick, qui était dans la catégorie
nature writing, littérature de voyage. J'avais rien d'autre à part ça. Puis là, je me suis dit, mais dans le fond, c'est pas vrai, j'ai Robert Lalonde, Pas un jour sans train, qui est une genre de littérature de voyage, parce que en fait, ça va être... c'est des chroniques rassemblées que j'ai déjà lues en ondes sur Radio-Canada et qui sont des carnets de moments qui mettent au centre de tout le chemin de fer. Puis c'est toujours un peu comme en hommage à des auteurs de ce que je peux voir, là, bon, Gustave Flaubert, Colette, Arthur Rimbaud et tout ça. Puis j'adore Robert Lalonde. Puis c'est quelque chose qu'on peut comme lire, grappiller et tout. Mais encore là, une fois, il n'y avait pas une version audio. Fait que c'est sûr que lire du Robert Lalonde avec une voix de synthèse, c'est vraiment ridicule parce qu'en fait, la plume est superbe. Fait que genre, aucun intérêt à le passer en voix de synthèse parce que c'est des livres où il se passe pas beaucoup de choses, mais où c'est la plume et l'ambiance qui est intéressante. Puis les points de vue amenés, puis les citations qui sont mises et tout de l'avant. Donc, bon, je sais pas trop. Fait que là, je sais pas, à mon avis, celui-là, ça va se décider dans le dernier droit qui va être la semaine prochaine potentiellement. Je vais voir ce que je vais faire, mais bon, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le idéo. Voilà. Je vais continuer ma journée de congé où je serais censée, j'ai pas envie vraiment de sortir, mais j'ai fait un petit achat hier, finalement, quand je suis allée chez Indigo. Et j'ai repensé à tout ça, puis je pense que je vais le rapporter parce que c'est pas exactement ce que je cherchais. J'avais trouvé des éditions, un coffret d'édition anglophone de Anne of Green Gables de Lismore Montgomery. Puis j'en ai pas, moi, en anglais ici. J'en avais, mais c'était vraiment des éditions mass market paperback, donc des éditions de poche de très piètre qualité. Puis j'avais envie éventuellement, comme je les ai toutes lues, puis j'adore cette série-là, de me trouver une belle édition que ça me tente. Pas juste belle dans le sens qui est belle sur une étagère, mais belle que j'aimerais ça si je veux le relire, qui est quand même intéressante à relire. Puis je me dis, peut-être ça. Mais finalement, c'est étrangement, je ne sais pas si elle a été confrontée à ça, mais peut-être moins en France parce que ça vient pour vous autres de ressortir avec M. Toussaint l'ouverture, mais cette série-là au Canada, elle a circulé vraiment beaucoup là, depuis longtemps. Puis je me demande si certains d'entre vous qui habitent au Québec ou au Canada, ça a été confronté au fait de, je vais découvrir la série des, pas découvrir, mais je vais avoir la série des Anne en anglais. Et la plupart des éditeurs vont publier seulement 6 des 8 tomes de la série. Puis je ne sais pas pourquoi. Dans le fond, ils vont publier les 3 premiers. Ils vont sauter Anne au domaine des peupliers ou Anne of Windy Poplars. Après ça, ça va être Anne dans sa maison de rêve. Ils vont sauter Anne of Ingleside. Après ça, ils vont mettre la vallée arc-en-ciel puis Ria of Ingleside. Fait que c'est bizarre, il y a comme 2 tomes qui pourtant font partie de la série qui sont comme pas réédités dans les coffrets. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Et bon, bref, ça ne fait pas nécessairement l'affaire. Donc, je vais être obligée de retourner chez Indigo. Mais je vais peut-être explorer un peu les trucs. Je me suis quand même pris un livre là, que je voulais absolument avoir à la maison, qui était une édition de collection, que je vais peut-être vous montrer un petit peu plus tard. Mais c'était un Anthony Doerr. Puis ça, c'est un que je voulais vraiment lire. J'en ai entendu beaucoup parler. Ma collègue le lit au bureau. Puis celle-là, j'essayais de toute façon que je voulais l'acheter. Mais là, en fait, c'était une édition en relié qui était super bien faite, tout ça, puis elle était vraiment pas cher. Donc, je me suis dit, bon, OK, je vais la prendre. Mais sinon, j'ai pas fait d'autres achats. Sauf en usagé, parce qu'elle est dans une friperie qui s'appelle Renaissance au Québec. Puis, c'est toujours un peu complexe parce que cette friperie-là, il n'y a pas juste une section librairie. C'est une grosse friperie où il y a de tout. C'est géant, un peu comme un village des valeurs, en fait, là, au Québec. Et la section pour les livres est comme pas bien classée, cet endroit-là, puis elle n'est pas classée du tout, en fait, puis il y a de tout puis de rien, puis c'est tout dans des états différents, vraiment, fait qu'il faut vraiment comme se le faire. Puis j'ai trouvé quand même 3 trucs super intéressants. Donc ça, voyez-vous, cette année, si jamais j'ai à acheter un peu plus spontanément sur des auteurs que je ne suis pas trop certaine, je vais essayer de voir si je peux les acheter en usagé. Premièrement, ça ne va pas faire générer nécessairement un autre livre. Puis, ben, c'est plus, pour moi, facile à faire circuler. Donc, on va voir. Fait que j'essaie de me trouver des trucs pour essayer de tenir ma résolution parce que je vais toujours être quelqu'un qui est curieuse, qui va vouloir aller dans toutes les librairies. Puis, j'ai toujours tendance à vouloir soutenir en achetant en librairie. Donc, je vais essayer de voir comment je vais m'adapter pour cette année. Mais ça, je vais vous faire un petit mini book haul peut-être en fin de journée si j'ai le temps pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai trouvé justement en usagé. Alors, sur ces bonnes paroles, je continue ma journée et je vous reviens quand je peux. Le fameux village du Père Noël en Finlande. Donc le village du Père Noël qui était à Troba, je ne comprends pas dans le nom de la ville. Et du coup, arrivé là-bas,
pour le moment, je passe un excellent moment. Joanna Gustafsson, elle a vraiment une plume incroyable. On va pas se mentir. Et bonjour! Alors, je reviens de mon long périple au fameux Indigo pour retourner un coffret. Et j'ai quand même été sage dans les circonstances, c'est-à-dire que j'ai pris un livre, puis vous allez rire quand vous allez voir ce que j'ai pris. Mais tout d'abord, avant de vous faire un... qui va quand même être un gros book-haul, parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'en avais, que je voulais vous montrer, puis là, ben, je vais vous les montrer tout d'un coup. Je voulais quand même vous parler de Idéo que j'ai terminé. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec moi, mais moi, je suis passée à côté de ça. C'est-à-dire que j'adore la prémisse. J'adore ce que le monde qui est décrit dans la quatrième de couverture peut donner comme possible aventure, comme possible confrontation, réflexion, péripéties et tout. J'ai aimé les personnages qui ont été mis devant nous comme lecteurs, mais j'ai trouvé, il y a quelque chose dans la structure, comme je vous disais, là, il y a premièrement la compréhension du monde qu'on nous présente, qui se fait, comme je vous dis, par l'intermédiaire de la narration à différents points de vue. Ça, c'est standard, ça va. Sauf que dans le fond, les éléments qu'on nous donne, comme je vous disais, il n'y en a pas suffisamment pour qu'on comprenne bien c'est quoi la dynamique avant au moins la moitié du livre. C'est-à-dire, c'est pas qu'on comprend rien, mais il y a toujours des choses qui sont dites par des personnages puis qui sont comme un peu prises pour acquis, comme quoi ça fait partie des choses qu'on est censé connaître, puis en fond, on se rend compte qu'on ne le sait pas nécessairement. Puis là, on se dit, ah, mais là, si je l'avais su, fait que là, on repense un peu à rebours à ce que ça peut impliquer. Mais on n'est quand même jamais sûr à 100% de ce que ça peut impliquer. Et évidemment, à partir des dessins de la dernière page, ça va débouler. Puis comme je vous disais, ça déboule. Puis là, finalement, tout ce qui est écrit dans la quatrième de couverture va finir par arriver. Et c'est comme si on avait fait un marathon pour enfin étoffer la réflexion qui était autour de cette prémisse-là, qu'est-ce qui soutenait ce monde-là. Puis en même temps, il y a comme une espèce de message philosophico, plutôt, ouais, philosophico-écologique, voire moral presque, qui va aussi tranquillement, on le sent venir à des kilomètres, puis je me dis, ah non, on s'en va pas là pour vrai, puis on s'en va là. Donc, c'est pas mauvais, c'est... Pour moi, il y a beaucoup de maladresse là-dedans. Et j'ai eu l'impression que ça me tenait à distance parce que c'était un peu trop décousu. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est un roman qui, à mon avis, avait le potentiel pour soit faire une brique de genre 400-500 pages. C'est comme si on n'avait pas eu assez de temps pour développer ce qu'il fallait qu'il soit développé. Et on est allé dans justement un rythme rapide, peut-être pour s'adapter justement au public, potentiellement, même si jeune adulte, on est quand même capable de tenir le coup un peu, même si ce n'est pas nécessairement aussi rythmé. Donc, chapitre court, changement de point de vue. Mais en faisant ça, ça fait en sorte qu'on n'avait pas, qu'on laissait au lecteur se faire sa propre compréhension de l'histoire. Puis comme on ne faisait pas quelque chose de systématique, il y a des bouts où on s'est attardé un peu plus pour nous faire comprendre des choses. Et ça a pris des directions qui étaient super intéressantes, mais je pense qu'il y en avait trop. Je pense qu'il y avait trop de possibilités. On a trop voulu toucher. C'était toutes des directions super chouettes. J'admets que ça ne devait pas être évident de faire un choix dans les directions. Peut-être que c'est ça qui est arrivé finalement, de garder. Mais il y a eu trop de directions dans lesquelles la narration pouvait aller, trop de sphères de cet univers-là qui nous ont été comme présentées, puis après ça, on n'en reparlait plus. Et pourtant, c'était super intéressant. Donc, de mon côté, très mitigé comme lecture. Malheureusement, je suis un peu triste parce que j'avais comme vraiment envie d'aimer ça.
Je le recommanderais peut-être, mais je ne sais pas si je le recommanderais à un public ado, parce que je ne sais pas si l'ado va rester accroché, encore moins avec le type de fin qu'il y a, dans le sens où, éventuellement, dans le dernier cas, on sent quand même pas mal plus le message sous-jacent bien souligné. Ça m'étonne, puis peut-être que c'est moi, mais non, pour moi, il y a quelque chose qui m'a arrêté dans mon élan. Je l'ai terminé parce que je voulais vraiment me faire ma propre idée par rapport à ça. Puis jusqu'à maintenant, écoutez, c'est un coup de cœur sur leslibraires.ca, donc les libraires ont aimé, mais moi, ça ne l'a pas fait. Donc, je dirais que, est-ce que si jamais j'ai d'autres Mathieu Fontaine, je vais en lire? Oui, sans doute. Mais est-ce que je vais en acheter? Absolument pas. Sans doute pas. Je vais d'abord le lire et je vais voir si, avec le temps, finalement, ça s'est un peu peaufiné. Puis ce qui est spécial, en fait, c'est que c'est un scénariste et un réalisateur. Puis là, ben, dans le fond, peut-être que si j'avais lu cette partie-là de la quatrième de couverture, excusez-moi, j'ai un chat qui veut jouer avec des choses avec lesquelles elle n'a pas le droit. Si j'avais lu cette partie-là de sa biographie, ça explique quand même. Ça excuse pas la maladresse, mais ça explique potentiellement parce que c'est pensé vraiment plus en termes cinématographiques où on fait un survol d'un univers, puis peut-être que s'il y avait eu de la musique, puis des close-up, puis des petits flashbacks en mode cinéma, maintenant que je le vois comme ça aurait sans doute fait la job. Mais bon, malheureusement, c'était pas le cas. Donc, pour moi, c'était pas totalement convaincant comme passage au roman jeunesse. Mais bon, voilà, lecture terminée pour Idéo, celui qui hurle de Mathieu Fontaine chez Fidèle. Ensuite, est maintenant venu le temps de le super book haul. Donc, je vais montrer rapidement ma dernière commande que j'avais faite justement de l'année là, pour à l'endroit où c'est des liquidations de fin d'inventaire. Puis d'ailleurs, après avoir écouté le fameux The Yellow Lighted Bookshop, il parlait aussi de ça. Puis je me suis dit que dans le fond, c'est pas un service à rendre. Ben en fait, pour les écrivains anglophones, c'est moins critique pour moi parce que leur public est vraiment plus grand. Mais même ça, pour moi, ça va un petit peu changer mes habitudes. Mais bref, dernière commande. Comme je vous disais, je collectionne les éditions vintage en anglais de Agatha Christie. Donc, c'est toujours chez William Morrow. J'aime toujours bien ces petites couvertures-là. Donc, c'en est deux qui s'étaient ajoutées à ma collection. Ensuite, j'ai décidé de prendre une adaptation en PD de City of Glass de Paul Auster. Et je pensais pas que c'était si petit puis que c'était en noir et blanc. Mais bon, voilà. Alors, ça m'intéressait de voir qu'est-ce que l'adaptation allait être faite. Excusez, je pense qu'on me voit ici. Ouais. Donc, de comment il allait adapter ça. J'ai jamais lu, en fait, l'œuvre de Auster, celle-ci. J'en ai lu d'autres, mais pas celle-là. Et ben, finalement, ça ressemble un peu à ça à l'intérieur. Donc, aucune idée si... C'est vraiment ici, hein, ça me fait bon. Aucune idée si ça va être convaincant, mais il y a quand même une introduction par Art Spiegelman qui a fait Mouse. Donc, c'est ça un peu qui m'a un peu interpellée. On verra bien. Ça se peut que celui-là, j'aurais peut-être juste le lire à la bibli, mais c'est pas grave. Ça, c'est derrière moi. Ensuite, on a un roman qui m'a vraiment intriguée parce que j'ai lu la quatrième, puis en plus, il y avait une Olivetti sur la couverture, une machine à écrire. Puis ben, c'est dans les préférés de mon amoureux. On a vraiment fait on a eu une phase machine à écrire chez moi, j'en ai encore plein. On n'est pas aussi intense que Tom Hanks, mais quand même. Et ben, ça m'a intriguée. Et dans le fond, si j'ai bien compris l'histoire d'une conversation entre une machine à écrire et un jeune enfant, un jeune homme. Dans le fond, ça dit à l'arrière que c'est fort possible que vous ayez jamais parlé à une machine à écrire avant. Et c'est pas votre faute. Parce qu'en fait, les humains tendent à penser que les machines à écrire ne peuvent pas les comprendre. Mais si vous vous asseyez devant une machine à écrire pour assez longtemps, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir apprendre. Ça, c'est ce qui est indiqué dans la quatrième de couverture. Ça m'intrigue vraiment. C'est de Ali Millington et c'est publié chez Faywell and Friends. Donc, je pense que c'est à cause du reflet. Oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, ça, c'est vraiment drôle. Ça, c'est mes Memorabilia. Puis genre ça, quand je vais continuer à en acheter, là, c'est comme des petits... j'en ai plein un peu en arrière, là, mais c'est de la non-fiction sur le thème des livres. Ça me fait vraiment rire à chaque fois. Et celui-ci, c'est vraiment comique. C'est A Library Misremembered Books. Et puis ça, ben, ça peut être bibliothèque
mais ça peut être aussi pour les libraires. Donc, c'est, excusez-moi, c'est A Library of Misremembered Books. Et c'est par Marina Luz. C'est publié chez Chronicle Books. Puis ça dit en sous-titre « When we're searching for a book but have forgotten the title ». Donc, pour tous ceux... c'est ça que j'ai oublié complètement la couverture, ça va vous aider un peu. « A library of misremembered books. When we're searching for a book but have forgotten the title, but are certain it was about dogs and definitely blue or maybe red. » Donc ça, c'est un classique dès qu'on travaille en librairie ou en bibliothèque. Les gens qui se souviennent plus du titre, se souviennent plus de l'auteur, ils se souviennent juste de ce qu'ils pensent être la couverture, puis finalement, c'était pas nécessairement ça, puis comment on peut trouver justement des façons pour les retrouver. Puis dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait des fausses couvertures en regard, selon certaines indications que des lecteurs auraient données pour trouver un livre. Par exemple, celui-ci, c'est au sujet d'un chat, possibly named Henry. Donc, ils ont fait des fausses couvertures, encore une fois. Voilà. Donc, ça, je vais feuilleter, ça va être juste drôle. Alors, voilà, dernière brassée de ces livres-là. Maintenant, on passe à une autre approche pour 2025. Alors, ce matin, l'édition dont je vous parlais, qui était All the Light We Cannot See de Anthony Doerr, c'était celui-ci. Donc, voilà. C'est l'édition anniversaire de chez Indigo. Sont en relié. Puis, écoutez, c'était vraiment en liquidation. Visiblement, ils ne vont pas les réimprimer parce que ça n'avait pas de sens. C'était comme 6 $. C'était vraiment pas cher. C'est d'après le texte original qui a été publié chez Simon & Schuster. Et ça, dans le fond, c'est chez Scribner. Puis, All the Light We Cannot See, ça se passe... pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, quand les nazis vont envahir Paris puis se mettre à occuper Paris. Et on va suivre Marie-Laure qui habite près du musée d'histoire naturelle à Paris et comment elle va devoir fuir avec son père à Saint-Malo quand les nazis vont arriver, en emportant avec eux autres ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils pouvaient du musée pour pas que ce soit tâton entre les mains ennemies. C'est ce que je comprends. Donc, voilà. Ça... ouais, ça, c'était déjà prévu potentiellement que je l'achète. Ensuite, avant de passer à l'usager, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Vous allez rire. Parce que dans le fond, je vous avais dit, je me sens vraiment ridicule, mais c'est pas grave. Je vous avais dit que j'ai en livre audio, j'ai en la bibliothèque, j'ai The Wild Robot de Peter Brown parce que je voulais le lire ou l'écouter avant de voir le film. Puis ça a l'air super émouvant. Peter Brown, c'est un auteur pour jeunesse que j'aime beaucoup, que j'avais plus connu dans les albums jeunesse. Mais je disais, oui, mais pour mon Cold Little Challenge, j'aime mieux que ce soit des livres que je lise qui sont dans ma bibliothèque à lire parce que le but, c'est d'essayer quand même de lire des livres que j'ai déjà. Alors, ce que je me suis dit, c'est que comme je l'avais, et je l'ai acheté. Je sais. Mais de toute façon, je sais que je vais l'aimer. C'est vraiment cool. C'est des chapitres de genre une page. Comme ça. C'est vraiment chouette. Mettons, The Wounded Fox. Ça, c'est un chapitre. Chapitre 24. The Accident. 2 pages. Hey, c'est vraiment cool. Fait que ça, de toute façon, ça fait super longtemps. Même quand il est paru originalement, je voulais me l'acheter. Mais bon, je m'étais dit, c'est correct, je vais lire à la bibli. Puis finalement, ça passait à la trappe. Première parution 2016. Fait que quand même, ça fait longtemps. Là. Alors voilà. Fait que ça, c'est mon achat du jour. Donc, je vais le lire. Puis ça va compter dans mon Cold Little Challenge. Mais je l'achetais pas pour ça. Mais je me suis trouvée très drôle. Alors voilà. Et enfin, quand je suis allée en friperie, ça, c'est les 3 choses que j'ai achetées. Et finalement, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Vous allez rire parce que je vous ai déjà montré un livre de cet auteur-là que j'avais justement acheté en mode fin de ligne et tout ça. Mais dans le fond, je me suis rendu compte que le livre que j'avais acheté, c'était pas comme le premier. Que celui qui était vraiment la référence, en fin de compte, de cet auteur-là, par rapport à ce sujet-là, c'était celui que j'ai trouvé en friperie. Puis je suis en train d'enlever l'étiquette, mais c'est pas vraiment le moment. En Marie-Soleil? Bon. Alors, c'est The Inconvenient Indian de Thomas King. Et le sous-titre, c'est A Curious Account of Native People in North America. Donc, un compte-rendu étrange des Premières Nations en Amérique du Nord. Et c'est écrit par Thomas King,
qui est issu des Premières Nations. Je ne sais pas si on dit de quelle nation. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Mais bon, là, je suis contente parce que celui-là, je l'ai trouvé en usagé. Il est neuf, en fait. Et c'est une des lectures que je vais absolument mettre à mon menu pour parfaire un peu mon ouverture à cette fameuse histoire des Premières Nations qui a été complètement gommée au Canada. Parce qu'on a fait des atrocités au Canada et on a décidé qu'on enlevait les livres d'histoire pour ne pas paraître trop méchant. Hein? Sinon, j'ai acheté une compilation, puis c'est pas vraiment pratique à consulter, puis elle est un petit peu abîmée, mais la compilation de tous les 5 premiers Spiderwick que j'avais lus à la bibliothèque, en livre de bibliothèque. Alors là, c'est exactement l'approche que je vais faire. Donc, j'avais lu tous les livres à la bibliothèque. J'avais adoré ça contre toute attente parce que je savais pas que j'allais aimer ça, les Spiderwick, mais en même temps, c'est Tony Tillerzi. Et là, ils sont toutes rassemblées en un seul livre avec des pages qui sont coupées. On dirait que c'est du parchemin comme si c'était des feuillets puis qu'on avait ouvert. Il était un peu consulté, mais il est vraiment très, très beau. Puis c'était les 5 d'un coup pour $2. Alors, quand même, hein, ça valait la peine. Donc, celui-là, il est déjà lu. C'est juste qu'il va aller dans ma bibliothèque. Et enfin, j'ai décidé d'acheter mon premier Laurent Godet. Ça fait super longtemps que je veux lire du Laurent Godet. Je sais que c'est peut-être pas celui-là, mais je pense qu'il est super connu pour lui aussi. Mais je sais pas si je commence par le bon, mais ça m'intriguait. Ça a l'air très rough. Mais bon, c'est Chien 51 de Laurent Godet. Alors, celui-ci, c'est encore du... C'est de la SF. Ouais, mais je vais la 4e de couverture pour celui-là. Un matin, dans un quartier miséreux de la zone 3 de Maniapol, un corps est retrouvé ouvert le long du sternum. Zem Sparak, chien de son état, est appelé sur les lieux rongés par les plus acides. Placé sous la tutelle de Salia Malberg, une ambitieuse inspectrice de la zone 2, il se lance dans une investigation qui va rompre le renoncement dans lequel il s'est depuis longtemps retranché. Pourtant, bien avant que la Grèce ne meure, avant qu'elle ne soit rachetée par le consortium Goldtex, Sparak y a connu l'urgence de la révolte et l'espérance d'un avenir sans compromis. Il a aimé et trahi. Sous les ciels en furie d'une mégalopole privatisée, Chien 51 se fait l'écho de notre monde inquiétant. Mais ce roman abrite aussi le souvenir ardent de ce qui fut, à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à notre post-modernité. Après mon idéo, j'imagine que je vais peut-être pas les enchaîner, mais écoutez, c'est Actes Sud Babel, en format poche, encore une fois, $2. Donc, j'étais bien contente. Alors voilà, c'était mon giga book haul. Ben, dans les prochaines semaines, ce sera sans doute juste des book hauls de bibliothèque. Mais bon, là, c'était comme ça. C'est ce qui est arrivé. Donc, terminé idéo. Et maintenant, ben, je vais savoir quelle prochaine lecture que je vais lire cette semaine. Donc, ce sera The Wild Robot. Donc, je vais écouter en fait cette semaine. The Wild Robot de Peter Brown. Et je verrai si j'en fais d'autres ou pas. On va voir comment la semaine avance. Mais j'ai quand même déjà bien fait avancer ce vlog-ci parce que j'étais en congé. Et ça m'a fait plaisir. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, on se dit à tout de suite. Et bonjour. Alors, me voici en ce mardi soir. Avec l'éclairage artificiel qu'on peut voir. Et en arrière-fond, vous allez sans doute entendre la télé. Parce qu'en bas, mon copain est en mode j'essaie de m'informer sur tout ce qui se passe de terrible depuis que nous avons un nouveau président voisin, n'est-ce pas? On n'était pas tellement... On s'ennuyait pas vraiment beaucoup de ce président-là, mais il est de nouveau de l'autre côté de la frontière aux commandes et c'est vraiment terrible. Qu'est-ce qu'il prend comme décision jusqu'à maintenant en même pas 24 heures. Donc, bref, vous allez entendre le murmure d'une télé. Et moi, je me suis isolée parce que c'était comme trop à gérer toutes ces nouvelles-là en entendant. Bref, et je voulais vous dire que j'ai commencé The Wild Robot de Peter Brown. Je l'écoute en audio et c'est, comme prévu. C'est sûr que ça va être un coup de cœur. Je suis super contente de l'avoir acheté parce que c'est sûr que j'aurais voulu l'avoir de toute façon. Et je suis déjà rendue à la page... à la page 89 sur... Il n'y a plus de page à la fin. Sur je sais pas quoi. Ah, il enlève des pages. Ah, c'est juste ça. C'est un extrait du prochain, excusez-moi. 89 sur 280 à peu près. Donc, j'adore ça. Bon, évidemment, comme le film est sorti, puis il y a eu beaucoup de recensions de ce film-là, ça veut dire que la plupart d'entre vous
qui avait des enfants ou pas, connaissaient déjà l'histoire. J'ai aucune idée si le film est fidèle au livre, mais je peux vous dire que c'est touchant. C'est du jeunesse, c'est très jeunesse. Je dirais que c'est un roman assez épais, mais avec des chapitres super courts. Donc, je dirais que c'est du 7-9 peut-être, mais quelqu'un qui a un bon niveau où on lit à voix haute. Ou dès 7 ans, si on a un assez bon niveau, mais c'est pas très difficile à comprendre. D'ailleurs, si vous avez besoin de lire un livre en langue originale et que vous n'êtes pas sûr de bien comprendre, c'est quand même un livre intéressant parce que c'est un niveau qui n'est pas très élevé. Et c'est ça. Ça se passe dans la nature. Et là, je viens de trouver ma stratégie pour le Cold Winter Challenge parce que finalement, c'est vraiment un roman. C'est pas du nature writing, mais presque. Puis dans les mots-clés de ma fameuse catégorie dans laquelle j'avais Clewick, puis peut-être que j'allais avoir le Robert Lalonde et tout ça, finalement, je vais mettre The Wild Robot et je vais refaire un petit peu de rebrassage avec les deux autres que je voulais lire, Mémoire de la forêt, puis de Long Way to a Small Angry Planet. Mais j'ai toujours pas trouvé de remplaçant à mon fameux Voyage of the Frost Heart. Pas parce que, comme je vous dis, j'ai pas envie de lire ce livre-là, mais j'ai pas envie de le lire maintenant. Bref, The Wild Robot, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de Ruz, qui est un robot, qui va s'échouer après un désastre marin, visiblement, sur une île avec 4 autres boîtes de robots. Puis il est le seul qui va... elle est la seule, non, c'est une chi. Donc elle est la seule à arriver sur l'île avec tous ses morceaux. Et dans le fond, en voulant jouer un peu avec, il y a des loutres, je pense que c'est loutres, otter, qui vont jouer avec les morceaux puis qui vont ouvrir Ruz, qui est un robot. Et elle va finir à se mettre en mode je suis capable de, tu sais, dans le fond, je suis programmée pour m'occuper de moi-même, je suis programmée pour être un robot. C'est une intelligence artificielle qui apprend. Donc, plus ça va, plus elle est exposée à différentes choses, puis plus elle va être un robot excellent. Et dans le fond, on va suivre Ruz qui va essayer de apprendre, mais en fait, qui va commencer à découvrir qu'est-ce qu'il y a sur l'île. C'est vraiment la forêt, la nature, les animaux. Il n'y a absolument aucun humain. Puis tranquillement, va comprendre comment un peu survivre, comment fonctionne un peu l'écosystème avec la faune et tout, va quand même relativement rapidement comprendre que tout le monde parle un certain langage, puis qu'elle a juste à l'adapter avec les différentes langues qui sont propres aux animaux, donc les façons de communiquer les animaux pour être capable de les comprendre. Et c'est son histoire à elle qui va essayer de survivre au sein d'une communauté phonique qui est absolument pas accueillante. Puis là, je vous dis ça parce qu'évidemment, les animaux vont parler, mais c'est pas exactement de l'anthropomorphisme. Parce que c'est pas qu'on fait agir les animaux comme des humains ou on leur prête des intentions humaines, mais un peu quand même, parce qu'ils ont l'air d'avoir des émotions et des caractères, mais disons pour le restant, c'est plutôt comme si, grâce à Ruz, on arrivait à comprendre ce que les animaux disent. Donc, c'est quand même un petit peu anthropomorphique, là, mais c'est vraiment, ça se veut quelque chose de réaliste. Et à date, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment touchant. Puis chaque chapitre, c'est comme un événement dans sa journée ou une découverte qu'elle a faite ou une compréhension qu'elle a soudainement de la nature, de qu'est-ce qui est interrelié, la découverte d'un animal, de qu'est-ce qu'il va faire. Puis éventuellement, elle va croiser le chemin de... en fait, elle va, par sa maladresse, malheureusement, causer un désastre autour d'une famille d'oies. Oui, je pense que c'est ça. D'oies sauvages. Et voilà, il y a quelque chose d'inattendu qui va croiser son chemin. Donc, je suis rendue là. C'est super bon. En livre audio, c'est 4 heures. Puis, volontairement, j'écoute en audio. Mais en fait, c'est un livre vraiment que j'aurais envie de lire aussi en papier. C'est juste que la narratrice est vraiment excellente. Pour faire, en fait, la voix de robot, c'est intéressant parce qu'elle va vraiment faire une voix qui est juste comme monocorde. Mais c'est quand même une voix qui est crédible, mais est monocorde. Fait que c'est vraiment un peu comme une voix de synthèse. Mais c'est un humain qui l'a fait. Donc, je trouve ça juste cute. Donc, ma lecture en cours, c'est ça. Puis j'adore ça jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Et sinon, je vous avais dit que ça serait les derniers book hauls pour avoir un bon bout de temps pour ce vlog-ci. Mais j'avais comme oublié que je m'étais commandé une dernière chose dans le temps des fêtes. Ça a juste pris du temps avant d'arriver parce que
si ça venait d'Europe et qu'il y a eu la grève des postes. Je m'étais commandé un petit quelque chose sur onceuponabook.fr, qui est un endroit où ils font particulièrement des boîtes livresques. Comme je vous dis, j'avais essayé plein, j'avais déjà essayé la cube, mais Once Upon a Book, absolument, c'est plus. On dirait que ça allait plus un petit peu dans ma façon d'approcher la suggestion livresque. Donc voilà, je m'étais offert ça. C'était le fameux coffret Plaisir d'offrir. Donc c'est un coffret qui est relativement personnalisé. Moi, j'avais mis des titres dans une liste qu'ils nous avaient mis. C'est pas nous qui choisissons la liste, mais tu peux décider de quels sont les titres que tu aimerais avoir pour avoir comme un peu plus des livres qui vont te plaire. Mais là, j'ai aucune idée finalement s'ils l'ont respecté ou s'ils ont mis d'autres choses. Donc, ça va être une surprise que je vais ouvrir ça avec vous. Alors, attention pour le bruit. C'est super mignon. Je pense qu'il n'y avait rien pour l'international, là. Ouais, c'est ça. Ouh, je suis triée. OK. Alors, voici. En fait, c'est parce que c'est drôle, parce que c'est des livres que je ne sais pas si j'ai dit que je voulais avoir ces livres-là, mais c'est pas grave. C'est comique parce que il y a un livre que je pense que j'ai ici. Je suis pas sûre. Peut-être que oui. Mais sinon, si je ne l'ai pas, je l'ai déjà lu. Mais bon. Alors, c'est super beau quand même avec les petits rubans. Alors, tout d'abord, on a... Ah, c'est super beau! C'est le marque-page. Dans le fond, ils font un marque-page par période. Donc, c'est un marque-page renard. Je sais pas, on voit trop ma face. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'arrière. La nature. Ça marche super bien avec The Wild Robot, mais il dépasse un peu. Mais là, je m'étais mis un autre marque-page qui était vraiment cute, juste pour vous montrer. C'est un marque-page Bookworm. C'est encore la compagnie Out of Print. C'est le fameux vert de Richard Scahi. Donc, un petit signet. Et ça, je pense que je l'avais demandé. Je ne reconnaissais pas la couverture. Alors, c'est L'ombre d'un traître de Nathalie Saint-Cric. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tiré d'une histoire vraie, je pense. C'est sous les allures d'un roman policier plein d'humour. Nathalie Saint-Cric nous conte l'histoire vraie, inédite jusque-là, de l'affaire qui secoua la France des années 60 et les arcanes du pouvoir gaulliste. Donc, je ne sais pas si je l'avais demandé. Mais bref, bon, pourquoi pas. Ensuite, celui-là, ça me dit rien, mais je pense que oui, je sais pas. Je suis pas sûre que j'ai demandé ça. Mais c'est pas grave, c'est toutes des surprises, ça veut dire. Je pense que j'ai juste des surprises. À date, ça a l'air quand même pas pire. Alors, voici pour Derrière toi. Derrière toi, La malédiction des 33 d'Evelyne Brizou-Pellin chez Bayard. Evelyne Brizou-Pellin, absolument, ça le fait avec moi, donc on va voir ce que c'est. Et qu'est-ce que ça dit? On va suivre Tess qui, depuis toujours, voit des êtres que les autres ne voient pas. Des êtres et des choses. Et en particulier, elle va voir un étrange objet qu'elle va découvrir au château d'Amboise et qui va la plonger sans explication au milieu d'une armée perdue dans la neige et puis au cœur d'une célèbre affaire criminelle. Et dans le fond, elle va être plongée là-dedans, puis on dit, est-ce qu'il y aurait un rapport avec cette malédiction qui veut que les hommes de sa famille meurent tous à 33 ans? C'est drôle, j'ai jamais demandé ça, mais ça tombe quand même bien. Donc, voilà. En fait, c'est des choses que j'ai vraiment pas vu passer. Puis il y a celui-là que c'est sûr que j'ai lu, mais je me souviens même pas si je l'ai. Je l'ai peut-être acheté. La librairie de tous les possibles. Non, la librairie, oui, de tous les possibles. Super mignon. C'est de Shinsuke Yoshitake et c'est chez Milan. C'est un genre de roman graphique. Puis, c'est des petits trucs sur 2 pages, tout qui a rapport au monde du livre. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça s'appelle, mais non, la librairie de tous les possibles. Je ne sais pas si on a, comme ça, ici, on a le biblio-enquêteur. C'est disons, c'est justement un biblio-enquêteur, c'est celui qui va essayer de trouver le bon livre malgré que quelqu'un n'a pas toutes les bonnes informations. Ça fait penser au livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais écoutez, ces 3 choses, ben le seul, je l'ai déjà lu, mais c'est pas grave. Mais ces 2 choses-là, je suis pas sûre que j'ai coché ça dans ma liste, mais pourquoi pas? Ça a l'air vraiment intéressant. Donc, roman historique années 60, mais réminiscence d'un passé qui est lié à De Gaulle. Donc, j'imagine que ça me dit quelque chose. Je l'ai peut-être mis. Mais celui-là, il me semble que je l'avais pas mis. Donc, bref, voilà. Mais écoutez, bien contente. Mais comme je vous dis, là, c'est vrai, là, ça devrait plus arriver, des boucales comme ça. Parce que, bon, quand même. Alors, voilà, pour ce petit segment.
je m'en vais de ce pas potentiellement lire ou faire quelque chose pour me changer les idées pour de l'actualité. Pour la suite des choses, c'est vraiment terrifiant parce que je sais pas. Je sais que c'est pas notre pays, les États-Unis, mais on est vraiment à côté. Puis c'est sûr que si jamais les gens commencent à se fâcher contre le nouveau président, ben, et puis que malheureusement les choses dégénèrent, ben, on est très proche de l'action, disons. Donc, ben voilà. J'espère que de votre côté, vous êtes en sécurité. Et j'espère que de notre côté, on va rester un peu en sécurité. Et en attendant, je vais noyer mon inquiétude dans les livres. Alors, allez, à tout bientôt et bonsoir. Alors, on est le jeudi 23 avril, je pense. Oui, c'est ça. 23 avril, mon Dieu. On est le jeudi 23 janvier. Je sais pas, j'ai passé l'hiver au complet, pourtant j'aime ça. Retour du boulot, lumière artificielle parce que ben, même si les journées se terminent plus tard quand même, c'est pas si tard que ça. Et je vous reprends parce que j'ai terminé aujourd'hui la lecture audio de The Wild Robot de Peter Brown et c'était un coup de cœur intersidéral. Ah, c'était vraiment excellent. Comme je vous disais, c'est clairement du jeunesse, ben, dans le sens par l'approche, le type d'écriture, le rythme, dans le sens où on va rencontrer les personnages importants rapidement, on va comprendre rapidement c'est quoi leur contexte, et les chapitres sont courts vont s'enchaîner à une vitesse assez significative. Je pense que c'est 80 chapitres, je crois. Je me souviens plus, mais je pense que oui. Non. Ouais, 80 chapitres. Et des chapitres d'environ 2-3 pages. Et donc, ce qui fait que ça va évidemment susciter l'intérêt, attiser la curiosité, nous permettre de s'attacher assez rapidement au personnage, de bien comprendre la situation. Et l'histoire va être narrée du point de vue de Raz, je mélange tout le temps. Raz. Qui est la fameuse robot qui s'est retrouvée, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, sur cette île-là, de façon un petit peu bizarre, avec d'autres robots à s'être échoués là. Finalement, elle a été activée par un peu le hasard des choses. Et dans le sens où les animaux interagissaient avec elle, puis c'était pas nécessairement prévu, puis finalement, c'est ça qui s'est passé. Et ça va être l'histoire de ce robot-là pendant une année complète. Donc, de rencontre en rencontre, de saison en saison, on va apprendre avec le robot à découvrir c'est quoi, comme je vous disais, la faune, la flore de cette île-là. Comment chaque animal interagit, c'est quoi un peu ses points importants dans l'année, c'est quoi ses enchaînements, je sais pas, comme les ours qui hibernent, les oiseaux qui migrent, certains oiseaux qui migrent et tout ça. Donc, on va apprendre tranquillement à découvrir la faune. Ça va toujours être une opportunité pour Roz de devenir de plus en plus wild, donc sauvage, c'est-à-dire de se comporter de plus en plus comme les animaux qui l'entourent parce que son cerveau d'intelligence artificielle a compris que c'est comme ça, en fait, qu'elle va pouvoir le mieux entrer en interaction avec les animaux qui l'entourent parce qu'ils vont être moins terrorisés, parce que ça va être quelque chose de connu pour eux autres. Elle va avoir des comportements, des agissements et elle va adopter un langage qui est leur langage pour bien les comprendre. Et très tôt dans l'histoire, il va arriver également une étape dans sa vie de robot qui va faire en sorte que elle va finir par avoir un rôle super important dans la vie d'un jeune animal, d'un jeune oiseau qui est sur l'île. Un rôle que cette robot-là aurait jamais pensé, je pense, pouvoir jouer, parce que de toute façon, ça fait pas partie de sa programmation de robot. Donc, elle va, dans le fond, je vais le dire, mais c'est pas un gros punch, mais je ne dévoilerai pas ce qui vient autour, mais elle va devenir un peu comme la mère adoptive de un bébé oie. Et en fait, je pense que j'avais parlé de ça même, en tout cas, c'est pas grave. Et donc, évidemment, c'est un rôle qu'elle ne connaît pas, c'est plein d'imprévus puis de développement de relations émotives un peu et intuitives qui sont complètement un peu un anti-cast pour ce robot-là. Donc, c'est pas un rôle qui est amené à jouer en temps normal.
Mais comme c'est quand même un robot qui apprend, donc une intelligence artificielle qui apprend, elle va finir par comme comprendre qu'est-ce qu'elle a à faire, puis développer quand même une relation qui est de plus en plus, en tout cas, le plus humain possible, ah ben pas humain, mais animal, en fait, vivant, disons, possible avec ce jeune oison-là. Et c'est une super belle relation. Par le biais de cette relation-là, bien entendu, elle va être amenée à interagir plus avec les autres qui au départ la prennent pour un monstre parce qu'ils ne comprennent pas du tout qu'est-ce qu'elle est, qui elle est. Et éventuellement, qui tranquillement vont finir par, selon certaines situations, il y a vraiment énormément de rebondissements dans cette histoire-là. Comme je vous dis, c'est une structure de roman jeunesse. Donc, il y a beaucoup de rebondissements qui se résolvent rapidement et qui font avancer l'action, qui font évoluer les personnages. Et il y a des moments de tension et des moments de tristesse. Mais comme je vous dis, comme c'est une approche pour un public jeunesse, c'est des moments qui sont quand même atténués quand même relativement rapidement. Donc, c'est résolu quand même souvent dans l'espace de 2-3 chapitres maximum. Ce qui fait que même pour mon petit cœur à moi de grande adulte, mais qui n'a pas nécessairement envie dans ces temps-ci de vivre d'autres stress et d'autres anxiétés, c'est comme parfait pour moi. On croit au personnage, même si c'est complètement improbable comme situation. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi elle est là. C'est comme si ce n'est pas nécessaire pour nous de le savoir. On va la suivre un peu comme dans son émancipation, si tant est que ça puisse en être une, mais en même temps, si on considère que c'est une intelligence artificielle qui apprend, c'est une émancipation de ce pourquoi elle a été programmée. On va s'attacher à elle, à son espèce de souhait un peu rebelle, un peu dépasser finalement sa programmation, parce qu'elle veut vraiment être quelqu'un de significatif pour l'oison qu'elle appelle son fils. Et éventuellement, bien, plus les choses vont avancer, puis plus on va finir par comprendre un peu plus d'une façon assez soudaine et assez tragique d'où elle vient et qu'est-ce qui va se passer, pourquoi elle s'est ramassée là, puis en quoi ça a un impact sur sa vie là. Donc, c'est un premier tome d'une série. C'est en soi techniquement complet, mais ça se termine quand même sur quelque chose qui fait en sorte qu'on a vraiment envie de lire les autres tomes. Donc, je pense que c'est une trilogie dans mon souvenir. C'était parfait. Comme je dis, ça ne me surprend pas. Peter Brown, c'est un auteur que j'ai suivi depuis longtemps. Je l'ai plus suivi en album jeunesse, donc pour moi, je n'étais pas habituée à sa plume au long cours. Mais j'adore, je trouve que tout est parfait dans ce roman jeunesse-là. Le public que ça cible, la façon dont l'auteur s'est adapté à ce public cible-là, autant pas en simplifiant nécessairement l'intrigue qu'il veut faire ou pas en protégeant outre mesure le lecteur de qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on est quand même dans la nature, il y a des choses qui ne sont pas toujours joyeuses ou pas toujours évidentes qui vont se passer, mais toujours en abordant le sujet par petites touches, tranquillement, mais dans le sens tranquillement. Le portrait se dessine tranquillement, un peu à l'insu du lecteur, et on est distrait toujours en tout temps. Les personnages, on y croit. L'écriture n'est pas trop complexe, c'est vraiment simple. Il y a un petit côté aussi un peu contemplatif du côté du robot, parce que c'est comme cette robot-là, elle n'a pas d'émotion, techniquement. Elle a des comportements qui s'approchent un peu d'une réaction émotive, mais elle n'a pas d'émotion. Donc, c'est sûr que c'est toujours un peu quand même assez neutre et un peu contemplatif par moment. Mais c'est comme, en même temps, il y a comme tellement de vie qui fourmille autour d'elle. Puis, il y a tellement de vie qu'elle essaie de justement faire surgir, malgré le fait qu'elle sait qu'elle n'est pas vivante. Il y a des grands questionnements qui vont se poser. On va quand même aborder, veut pas, par la bande, le principe d'être un enfant adopté. Comment les autres vont accueillir ça quand tu es confronté à des familles standards. Comment en plus la robot est différente. C'est pas une mère probable, disons, pour l'oison. Mais c'est sûr que ça va amener aussi d'autres choses. Les questionnements de l'oison sur qu'est-ce que c'est, parce que pour lui, même le concept de robot, c'est pas quelque chose qu'il comprend du tout. Pourquoi c'est elle sa mère, on va le voir évoluer même au niveau un peu de son adolescence, entre guillemets, où il va vouloir être fâché contre cette situation-là et tout. C'est parfait, je sais pas comment le décrire autrement. Peter Brown avait écrit, je vais essayer de vous retrouver
un album qu'il avait appris. Il me semble que c'était Jardin Voyageur, mais peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Je vous mettrai la vignette. Il est vraiment doué dans saisir, dans savoir raconter et comment raconter, puis saisir tout ce qui est sensibilité, sans tomber nécessairement dans le drame, mais sensibilité puis finesse de l'émotion humaine. Et là, ça peut s'apparenter comme un roman un peu feel good et tout, mais tu sais, c'est pas juste joyeux. Évidemment, j'ai pas vu le film, fait que j'imagine que dans le film, ils vont aussi intégrer cette fameuse fin-là, puisque j'imagine que peut-être qu'il va y avoir d'autres suites potentiellement du film, puisqu'il y a 2 autres romans qui existent dans cette série-là. Mais définitivement, c'est un livre que je vous invite à lire si vous n'avez pas vu le film, ou même si vous avez déjà vu le film, en ces moments actuels où c'est très anxiogène autour de nous, nouveau climat politique et l'avenir, si l'avenir est toujours possible dans des conditions comme ça. Je vous invite à le lire. Ça donne... ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même des éléments qui sont amenés, surtout vers la fin de l'histoire, qui sont des éléments qui ne sont pas rassurants, qui sont des éléments qui nous font prendre conscience qu'il y a des situations sur lesquelles les personnages principaux n'ont clairement pas le contrôle, mais qui nous montrent un peu potentiellement comment on peut aussi choisir l'attitude qu'on a par rapport à ça. Bien sûr que c'est quand même... C'est pas édulcoré, mais les choses se passent dans l'absolu le mieux possible. C'est toujours le mieux. Mais il y a quand même des moments où c'est pas super joyeux, puis ça se termine pas de la meilleure façon dans cette histoire-là. Mais j'ai vraiment aimé, c'est un peu comme c'est un peu comme une fable philosophique, mais sans le côté lent, ce qui fait que nécessairement pour un jeune public, ça peut vraiment fonctionner. Puis clairement, c'est sûr que cette année, je vais lire les 2 autres tomes et je vais me les acheter sans aucun problème. Donc, c'était un peu niaiseux pour moi, vous allez dire, d'acheter le livre pour pouvoir le mettre dans mon Cold Winter Challenge, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis je vais acheter les 2 autres. Je pense que je vais les acheter avant même de les avoir lus parce que ça, clairement, c'est une série que je vais avoir. Alors voilà, j'arrête de me répandre en critique, en recension positive. Mais vous avez bien vu que finalement, c'est vraiment une lecture que j'adore. Et voilà. Et là, ben voyez-vous, on est jeudi, on approche quand même d'une bonne durée pour le vlog. Je ne sais pas ce que je vais peut-être essayer de faire, c'est parce que dans le fond, ça serait comme ma 2e lecture, mais j'ai une autre idée finalement pour ma catégorie compliquée pour le Cold Winter Challenge, qui est que je vais mettre finalement en roman graphique, puis je pense que ça fonctionne. Il y avait quand même dans les mots-clés de cette catégorie-là, créature magique. Et j'ai le fameux roman graphique de Vera Brojol, je crois, qui est Jane face aux sirènes, je crois. Et ben, je me doute que sirène, ça reste quand même une créature pour moi qui est comme de l'ordre de la magie. Donc, je pense que je vais la placer là pour remplacer le fameux voyage de Frost Heart que j'ai envie de lire, mais que je ne lirai peut-être pas cette fois-ci. Donc, si j'ai le temps de la lire, je vais peut-être faire ça, puis vous faire une recension demain à ma pause repas, puis ça va clore ce vlog-ci cette semaine, qui va avoir été consacré entièrement à mon Cold Winter Challenge. Et en plus, j'ai commencé ma dernière lecture en livre audio, le fameux Becky Chambers, mais je n'en parlerai pas ici parce que dans le fond, je risque de plus vous en parler dans le prochain vlog. Alors voilà, c'était mon long segment sur The Wild Robot, le robot sauvage. Privez-vous pas de ce plaisir doux et émouvant là. Donc, à tout bientôt! Hey, bonjour! Je pensais pas vous retrouver aussi tôt finalement, mais bon, on est encore le jeudi 23. Bon, je suis quand même passée en mode pyjama, mais bon, c'est comme ça. J'avais froid. J'espère que je couvre pas quelque chose. Ça donne l'impression que je couvre quelque chose, mais on va dire. Donc, je suis en train d'importer les vidéos pour faire le montage. Et là, il est déjà tellement long le vlog parce qu'il y a eu le book haul et tout ça que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer maintenant. Donc, vous aurez eu 2 recensions spécial Cold Winter Challenge. Puis, ben, dans le fond, pour les autres lectures, je vais vous en parler dans le prochain vlog. Alors voilà, je vais juste vous dire un petit coucou comme ça. J'espère que ça vous a plu, ce genre de petit parcours-là, livresque avec moi. Puis ce serait chouette si vous me parliez de vos lectures en commentaire. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous lisez à ce stade-ci de l'année? Est-ce que vous êtes des lecteurs saisonniers ou pas? C'est quoi votre genre de prédilection pour le mois de janvier? Ça me fait plaisir de lire vos idées. Peut-être que ça pourrait m'inspirer pour après le Cold Winter Challenge. Alors, d'ici à ce qu'on se revoit, ben, j'espère que vous allez avoir des belles lectures, des bons petits moments doux. Prenez soin de vous
Et on se dit à la prochaine!